hein, je pense que c'est parti. Et donc, je laisse la parole à Madame Berthoud et la remercie de participer à cette activité. Bonjour à tous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. C'est pas si fréquent que je donne une conférence au Canada. Donc, je vais vous parler de la pollution du numérique et j'ai changé un peu le titre de ma présentation parce que j'ai pris l'optique d'utiliser l'angle des données numériques. Puisque c'est un peu le focus de votre opération là, de détruire les données et de cette façon de réduire la pollution du numérique. Et donc, je vais vous parler de la question des impacts environnementaux du numérique en commençant par la question des données. Vous voyez ma présentation là? Ouais, Oui, j'imagine que oui. oui, ça marche. Ok. Oui. Alors, quand on s'intéresse aux données du numérique, déjà, c'est intéressant de faire le distinguo entre les données auxquelles on peut accéder, qui sont donc visibles par nous et puis sur lesquelles on peut avoir un minimum de contrôle, et puis les données numériques qui existent et qui circulent, mais qui sont complètement invisibles pour nous. Et puis de distinguer les données qui sont pas vraiment stockées, c'est-à-dire qui sont générées et puis utilisées sans stockage, donc on va considérer que c'est des données éphémères, et puis à l'autre bout, des données qui sont stockées sur des temps longs. Alors, comme exemple de données qui sont des données éphémères, donc non stockées et puis non visibles, il y a toutes les données qui sont échangées de machine à machine. Donc ces données-là, avec les protocoles de communication particuliers dont vous n'allez rien faire et qui servent juste à alimenter un processus, eh ben ça fait partie de ces données non visibles et qui sont éphémères. Ensuite, vous avez des données que vous pourriez éventuellement rendre visibles, en tout cas d'une certaine façon, mais qui ne sont pas stockées. Donc, j'ai pris l'exemple de la voix sur IP, qui est le protocole qu'on utilise maintenant pour la communication téléphonique dans les universités. Donc là, on a des données qui ne sont pas stockées sur de la durée et qui sont quand même visibles d'une façon ou d'une autre. En tout cas, vous êtes capable de les comprendre, ces données, puisque vous parlez dans votre téléphone. Et puis, si on regarde les données qui sont pérennes, qui sont stockées, donc, vous le savez, hein, il y a tout un tas d'informations sur lesquelles vous avez un contrôle assez difficile. En tout cas, vous ne pouvez pas les voir facilement directement. C'est toutes les informations de communication qui sont envoyées chez les GAFAM, toutes les données de géolocalisation, toutes les données de duplication, les données de sauvegarde, etc. Toutes ces données-là, vous n'y avez pas accès directement. Pour autant, ça représente une certaine quantité de données. Et puis enfin, il y a celles dont vous parlez aujourd'hui, qui sont les données que vous avez sur vos disques durs dans l'université, sur vos PC, sur vos téléphones, qui sont par exemple les mails, les fichiers de travail, les sites web, etc. Alors, si on regarde maintenant d'une façon, ça c'était une approche un peu qualitative, si on regarde d'une façon quantitative, ça représente combien en fait toutes ces données? Donc déjà, globalement, il faut voir qu'il y a une évolution explosive de la quantité de données numériques qui sont créées ou qui sont répliquées dans le monde par an. Là, on estime qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus que 64 zeta-octets, ça veut dire 64 000 milliards de gigaoctets. Et puis, on estime qu'en 2025, il y en aura à peu près 180. Juste pour vous donner une image, 180 zeta-octets, ça fait à peu près, si vous mettiez des piles de DVD à la place, ça ferait à peu près une pile de DVD qui ferait plus que 220 tours de la planète. Donc c'est vraiment énorme, mais en même temps qu'on considère ce volume de données qui est juste énorme, il faut bien avoir en tête que l'essentiel, vraiment l'énorme majorité de l'ensemble de ces données, c'est des données qui ne sont pas stockées, qui sont des données éphémères. Par exemple, une voiture connectée qui génère
une énorme quantité de données. L'essentiel des données, elles sont juste utilisées à l'intérieur pour faire marcher la voiture et elles ne vont pas aller circuler sur les réseaux. Donc, il y a des estimations qui disent qu'il y a seulement quelques pourcentages de l'ensemble de toutes ces données qui sont des données pérennes. Alors, toujours pour aller dans le quantitatif, si on regarde par exemple les sites web par rapport à toutes ces données, eh bien, il y a à peu près 1,5 milliard de sites web dans le monde actuellement. Eh bien, sur tout ce nombre-là, vous voyez, il n'y en a que 200 millions qui sont actifs. Donc, ça introduit une autre dimension dont je ne vais pas parler pendant cette présentation, mais elle sera toujours un peu en filigrane. C'est l'idée qu'il y a beaucoup de données qui sont générées, qui sont même pérennes, mais qui sont finalement inutiles, qui ne sont pas utilisées du tout. Mais qui pour autant polluent, et vous allez voir pourquoi ça pollue. Toujours sur le plan quantitatif, et puis pour s'approcher un peu de la question environnementale, je voulais vous donner quelques données chiffrées et puis en profiter pour faire un petit avertissement par rapport à ces données chiffrées qui sont toujours utilisées quand on fait des estimations, comme vous avez vu au début de cette conférence. En fait, il y a des calculs qui sont faits pour estimer, par exemple, combien ça génère de CO2 d'envoyer un mail et puis de le lire, combien ça génère de CO2 de stocker un fichier de 1 gigaoctet pendant 1 an. Donc là, je vous ai affiché des chiffres. Vous voyez, j'ai mis des références d'études. Je pourrais vous donner les liens, les PDF sur les études précises. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que un mail, en tant que lui-même, évidemment, il ne va pas générer du CO2, en fait, ou un fichier, il ne va pas générer directement du CO2. En fait, ce qui génère du CO2, on va le voir après, c'est évidemment les équipements qui sont impliqués. Et du coup, quand on fait ces estimations-là, eh bien, on tient compte d'un certain périmètre pour faire le calcul. Et d'une étude à l'autre, on peut avoir des périmètres différents. Par exemple, dans l'étude là que je mentionne sur le stockage d'1 gigaoctet de données, on a tenu compte du fait qu'il y a des personnels qui sont chargés de s'occuper des serveurs en question et que du coup, ces personnels, ils doivent venir au travail, donc ils utilisent leur véhicule pour venir au travail. Et donc, on a intégré tout ça. On a intégré aussi une partie du béton qui sert à fabriquer le bâtiment. Évidemment, on l'a intégré à la proportion qui allait bien, mais vous voyez, on a un certain périmètre. Et puis pareil pour le mail, il y a un certain périmètre. Alors sachez que ces chiffres, évidemment, surtout celui du mail, il a évolué parce que là, l'étude, elle date de 2011. Mais le périmètre, il faut le considérer parce que sinon, on peut faire des doubles comptages. Vous voyez, si vous dites, par exemple, tant de pourcents de mon impact environnemental, c'est le mail, et que dans le mail, vous avez déjà compté les équipements pour l'usage de ce mail, et qu'à côté, vous mettez les équipements, et vous pouvez avoir des doubles comptages. Et donc ça, il faut faire attention, et je trouvais que c'était important que je vous redise ça. OK, donc j'avance. Donc, toutes ces données-là, c'est des octets qui, en soi, ne polluent pas, sauf que les octets ne se baladent pas dans l'air. Et puis les octets, ils n'arrivent pas comme ça, ils sont produits, puis après ils sont utilisés, ils sont calculés, ils sont transportés, c'est stocké, tout ça, c'est détruit. Et pour faire toutes ces opérations, en fait, on a besoin d'équipements. Parce que ça ne se balade pas en l'air. Donc, il y a les équipements dont vous avez l'habitude, les data centres, les écrans, les claviers, les laptops, les smartphones, et puis le réseau qui va bien avec. Et puis, il y a tout un tas d'équipements maintenant qui génèrent aussi beaucoup de données. Donc, il y a tout le registre du transport avec les véhicules. Et puis, il y a tout le registre des choses qu'on porte sur soi. Donc là, je vous ai mis une photo d'une montre connectée parce que maintenant, c'est devenu très fréquent. Il y a un truc maintenant qui est extrêmement à la mode, qui est les vêtements connectés. Alors là, je vous ai mis l'exemple le plus dingue que j'ai trouvé. Je pense qu'il y en a d'autres encore. Mais là, c'est le bikini connecté qui envoie un message à la personne pour lui dire qu'il faut qu'elle se remette de la crème solaire. Oui, ça existe.
Et puis, alors là, il y en a tout un tas de choses dans ce registre-là, ça commence à être très connu. Et puis, dans le monde de l'agriculture, il y a énormément maintenant de dispositifs qui génèrent de la donnée et qui envoient de la donnée, que ce soit des mesures de température, d'humidité, etc., mais aussi des données par rapport à l'élevage. Et puis, il y a aussi tout le registre de l'industrie avec des dispositifs pour la maintenance prédictive qui envoient aussi une masse considérable de données. Et enfin, tous les équipements de la maison, plus ou moins utiles. Là, je vous ai mis 3 photos. Donc, il y a la serrure connectée que vous pouvez ouvrir avec votre smartphone. D'ailleurs, vous n'avez pas d'autre moyen de l'ouvrir que d'utiliser une application. Le four, là, vous voyez, c'est une idée assez incroyable où, en fait, le four, la porte, là, elle n'est pas vitrée, c'est un écran. Et du coup, vous ne pouvez pas regarder directement ce qu'il y a à l'intérieur du four, mais il y a une caméra à l'intérieur du four qui filme et qui envoie l'image sur votre smartphone et aussi sur la porte du four pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour illustrer un peu le concept d'utilité que je vous montre tout ça. Et puis, j'ai même trouvé un lit connecté de bébé qui, quand il entend ou qui sent le bébé qui commence à bouger un peu la nuit, il se met à bercer le bébé pour qu'il se rendorme tout seul. Donc, vous voyez, il existe des quantités phénoménales aujourd'hui d'objets connectés qui produisent toutes ces données. Mais en fait, le souci, en fait, et l'origine de la pollution, c'est que tous ces objets-là que je vous ai montrés juste avant, eh ben, il va falloir les fabriquer. Et pour les fabriquer, il va falloir extraire des ressources fossiles, des ressources minières, des métaux. Donc, fabriquer, ça utilise de l'énergie aussi. Il va falloir le transporter. Encore une fois, on utilise des énergies fossiles essentiellement. Et puis, il va falloir l'utiliser. Et puis, à la fin, il y aura de la fin de vie. Et en fait, tout ça, toutes ces phases du cycle de vie de chacun des équipements qui sont utilisés pour générer, traiter, etc., de la donnée, eh bien, ça consomme de l'énergie, des ressources fossiles et minérales, de l'eau, et puis ça génère de la pollution chimique, des gaz à effet de serre. Il y a des impacts sociaux et des conflits qui sont directement reliés à l'extraction des ressources et à la fin de vie des équipements. Et puis, il y a des impacts sur la santé directe du fait de l'excès d'utilisation de ces équipements. Donc, tout ça, ça constitue des impacts. Et puis, tout ça, en effet secondaire, évidemment, ça a des effets sur la biodiversité et la santé humaine. Ok, alors je vais faire un focus sur le CO2 et sur l'énergie, le CO2 et sur la question des métaux, rapidement. Sur le CO2, que dire? Il y a eu un certain nombre d'études je dirais, qui sont d'un niveau de robustesse moyen, mais disons que pour l'instant, on n'a pas mieux. Qui nous donne un ordre de grandeur de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui seraient dues au numérique. Et concernant l'énergie primaire, on est aussi entre 3 et 4%. Il faut avoir en tête que c'est juste des ordres de grandeur et il faut avoir en tête que ça augmente énormément puisqu'on est autour de 7-8% d'augmentation par an. Concernant l'électricité, on est autour de 10% à l'échelle mondiale. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, alors, j'ai pas regardé quel était votre mix énergétique là chez vous, mais ça serait intéressant de regarder, de faire un équivalent chez vous. Mais en tout cas, en France, comme vous savez peut-être, il y a une grosse part de l'énergie qui est de l'électricité qui est d'origine nucléaire. Ce qui fait qu'en phase d'usage des équipements, en fait, il y a des radiations ionisantes qui sont générées, mais en termes de gaz à effet de serre, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et du fait, quand on fait une analyse de cycle de vie de tout un tas d'équipements, là, vous avez les télés, les ordis, les tablettes, nanana. Et puis, pour chacun des équipements, vous avez en bleu les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des équipements. Et puis en bleu, d'ailleurs, pas que en bleu, aussi, enfin, vous pouvez regarder tout, sauf le jaune qui est la distribution, et puis le orange qui est l'utilisation, et le vert
qui est la fin de vie. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que selon la façon dont l'énergie est produite dans votre région, et donc là, par exemple, en France, c'est de loin la phase de la fabrication des équipements qui a le plus d'impact environnemental, en tout cas du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, mais en fait aussi du point de vue des autres indicateurs. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'une bonne pratique, donc en fonction des régions du monde, ça va être d'augmenter la durée de vie des équipements plutôt que de les changer pour avoir des équipements plus performants. Vous voyez, ça peut avoir des conséquences comme ça. Ok, je dis un mot sur le recyclage de ces types d'équipements qui sont des déchets d'équipements, ça s'appelle des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc ça, c'est pas que les ordis, hein, ces déchets-là, c'est aussi le frigo, le sèche-cheveux, le grille-pain et tout ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à l'échelle mondiale, ces équipements-là, ils sont pas très bien recyclés puisque, par exemple, là, ça c'était en 2020, on a généré pas loin dans le monde de 54 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques. Et sur tout ça, là, il y en a à peine 18% en poids qui a été correctement collecté et correctement recyclé. En fait, l'essentiel de ces déchets-là, ils ne sont pas enregistrés et bien souvent, ils ne sont pas correctement recyclés. Et comme ils contiennent pas mal de produits chimiques qui sont dangereux pour la santé, dont des perturbateurs endocriniens et puis des métaux lourds, etc., eh bien, ça génère des problèmes environnementaux, comme je vous avais dit. Donc ça, c'est un souci en soi qui amène à tout un tas de mesures dans le sens d'améliorer la filière de recyclage, le recyclage de ces équipements. Je dis ensuite 2 mots sur les métaux. Donc, la question des métaux, c'est une question qui est adressée régulièrement par rapport aux équipements électriques et électroniques parce que en fait, ces équipements-là, dont il existe une très grande quantité sur Terre, ils utilisent énormément de métaux différents. Typiquement, dans un smartphone, il y a plusieurs dizaines de métaux différents. Alors, il n'y en a pas beaucoup de chaque, mais il y en a plusieurs dizaines de chaque. Il y a plusieurs dizaines de métaux différents. Alors que dans les anciens téléphones qu'on avait il y a 30 ans, on a quoi? On a une dizaine de métaux. Donc, ça crée différents niveaux de pression. Et d'autant plus que la croissance de la demande de ces métaux, elle est importante et elle est continue. Là, ce que vous voyez sur ces schémas-là, à droite, c'est une illustration de ce taux de croissance de la demande des métaux. Donc, par exemple, pour le cuivre, ça augmente gentiment de 3% par an depuis 1900. Et pour l'aluminium, ça augmente gentiment de 5% par an, vous voyez, sans qu'on voit le début d'une réduction. Et puis pour ce qui concerne les métaux plus spécifiques de ces technologies, c'est pas que les terres rares hein, qui sont des métaux qui sont pas très rares, mais ça concerne tout un tas d'autres métaux comme le germanium, le gallium, tout ça, le tantal, etc. Là, on est à des taux de croissance qui sont entre 6 et 12% par an. Donc du coup, ça amène un certain nombre de préoccupations, d'autant plus que, donc comme vous le savez, j'imagine, la répartition de ces métaux dans la croûte terrestre, elle n'est évidemment pas uniforme. Et ça, on le sait bien parce qu'il y a des mines et que l'homme, depuis le début de la nuit des temps, il est allé chercher dans les mines les métaux dont il avait besoin, mais évidemment, il va déjà dans les mines qui sont très concentrées, et puis après, avec les progrès technologiques, on a pu aller dans des mines de moins en moins concentrées. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, on a des mines qui sont de moins en moins concentrées, y compris sur des métaux courants, hein, comme le cuivre,
Alors, le fer et l'aluminium, ça reste des métaux qui sont très fréquents, mais pour tous les autres métaux, on a des concentrations dans les mines qui diminuent. Et ça veut dire quoi? Quand la concentration diminue, étant donné qu'on commence à être au bout de nos limites concernant les progrès techniques, à cause de limites physiques, d'une limite physique qui s'appelle la limite thermodynamique, eh bien, ce que ça implique que maintenant, pour aller chercher les métaux, on va avoir besoin de plus en plus d'énergie et d'ailleurs de plus en plus d'eau aussi. Et comme on a besoin de plus en plus d'énergie, on boucle en fait avec un autre problème qui est le problème du héroï de l'énergie, où on sait très bien que plus ça va et plus le taux d'efficacité du prélèvement des énergies fossiles, il va diminuer et donc l'énergie va devenir plus chère. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'on va aller extraire des métaux dans des mines avec des panneaux solaires. Donc on est en face d'un problème qui est un problème systémique qui affecte potentiellement et qui affectera sûrement ces technologies-là, comme les technologies du numérique, et aussi évidemment un certain nombre d'autres technologies qui utilisent ces métaux. Mais disons qu'il faut que c'est une préoccupation qu'il faut garder en tête. Alors là, je vous ai parlé, donc vous avez vu, je vous ai parlé des émissions de gaz à effet de serre, de l'énergie, du recyclage et des polluants générés, et puis de la question de l'épuisement des métaux. C'était que des impacts directs du numérique. Il y a aussi tout un tas d'impacts indirects qui sont liés à l'usage du numérique, puisque, notamment par rapport aux données, puisque ces données-là, pour une grosse partie, elles sont utilisées pour améliorer le marketing digital, c'est-à-dire que pour nous envoyer des publicités ciblées pour des biens de consommation divers et variés. Et donc, si on achète ces biens de consommation, vous voyez bien qu'on participe à l'augmentation générale des émissions de gaz à effet de serre. Ces données, elles sont utilisées pour renforcer l'addiction et donc la consommation d'autres vidéos, de jeux, de temps passé sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, il y a une partie des données qui est utilisée pour générer de la consommation. Donc ça, vous voyez bien que indirectement, du coup, le numérique concourt à ça et que ce n'est pas très bon pour l'environnement. Et puis, tout ça, en plus, l'autre aspect lié au numérique, c'est que on essaye de faire des gains d'efficacité qui produisent des effets rebonds. Alors, c'est quoi les effets rebonds? C'est une sorte d'effet indirect qui est lié à l'augmentation d'efficacité de quelque chose. Donc, vous avez un processus, un ordinateur, je ne sais pas, n'importe quoi, un smartphone qui utilise, qui est optimisé d'une certaine façon, et cette optimisation fait que ça va utiliser une certaine quantité de ressources. Donc là, en rouge, là, vous voyez, donc vous avez des objets qui utilisent une certaine quantité de ressources. On fait des progrès technologiques, donc on optimise ces objets qui deviennent les petits carrés bleus et qui remplissent, on se dit, la même fonction ou presque la même fonction en exploitant moins de ressources. La ressource, ça peut être de l'énergie, du temps, de l'espace, ça peut être n'importe quoi. Donc là, on se dit, ce qu'on voudrait bien, c'est que ce qui reste là, tout le rouge qui n'a pas été mangé, ça soit rendu à la planète et que comme ça, on reste en deçà des limites de la planète. Mais en fait, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment de l'effet rebond, c'est structurel presque. C'est que tous ces petits carrés, tous ces objets qui du coup utilisent moins de ressources, on va pouvoir en mettre plus. Et non seulement on va en mettre plus et on va consommer la même quantité de ressources qu'avant, mais en plus, on est parti dans notre élan et en fait, souvent, on dépasse les ressources qu'on utilisait avant. Ça, c'est les effets rebonds directs. Et puis, si on profite du gain de la ressource pour faire autre chose avec, on va provoquer des effets rebonds indirects. Et en fait, aujourd'hui, les gens qui travaillent sur les impacts environnementaux du numérique, ils considèrent qu'en réalité,
Tout à l'heure, je vous ai dit 4% les gaz à effet de serre générés par le numérique en impact direct. Donc, les experts considèrent que les effets indirects sont bien plus importants, même si aujourd'hui, on n'est pas capable de les estimer finement. On n'est même pas capable de les estimer globalement. Donc, les effets rebonds, ça fait plus de consommation de biens, et plus de consommation de biens, bah, ça génère des impacts environnementaux et sociaux plus importants. OK. Du coup, si je fais une synthèse par rapport à tout ce que je vous ai dit maintenant, jusqu'à maintenant, les données en soi, ça ne pollue pas. Ce qui pollue, c'est les équipements qu'on utilise pour les générer, pour les traiter, pour les regarder, pour tout ça. Ce qui pollue par rapport à ces équipements, c'est l'extraction des métaux et des ressources fossiles nécessaires à leur fabrication, le transport de tout ça, parce que comme vous le savez, on ne fait rien sur place. En fait, on a besoin vraiment de l'économie mondiale pour générer ces objets-là. C'est l'utilisation de ces objets qui consomment de l'électricité. C'est le traitement de fin de vie de ces objets-là qui va amener encore éventuellement d'autres impacts négatifs quand ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Tout ça constitue les impacts directs du numérique et en plus de ça, il y a les effets induits et les effets rebonds. Alors, je vous propose, avant de passer aux questions, qu'on revienne maintenant à votre mail ou à votre fichier que vous voulez supprimer. La question, c'est est-ce que la suppression des mails et de vos fichiers a un impact positif sur l'environnement? Bon, là, j'aimerais bien être en face de vous et puis regarder vos têtes si elles disent oui ou non, mais bon, il faut que je m'en passe. Eh bien, en fait, la réponse, c'est non. En tout cas, de façon directe, la suppression des mails et des fichiers n'est pas positif parce que le fait de supprimer des mails et des fichiers, ça utilise des ressources, par exemple, ça utilise du CPU, vous êtes obligé d'utiliser votre écran et puis votre ordinateur et puis de passer du temps dessus pour pouvoir supprimer les centaines de mails qui sont restés stockés dans votre inbox. Donc, si vous regardez juste comme ça, directement, vous pouvez répondre non. Mais en réalité, le fait de supprimer des mails, les conséquences de supprimer des mails, ça fait qu'il va y avoir moins de fichiers et moins de mails, et donc, finalement, moins de sauvegarde, moins de transport de données, moins de traitement des données, moins besoin d'équipement pour stocker tous les mails de tout le monde sur l'université, et donc ça va finir par se voir. Et ça va finir par se voir de façon conséquente et pas juste sur le petit bout de fichier, parce que le petit bout de fichier, lui, il aura été dupliqué X fois, etc. Et donc, ça va finir par se voir globalement sur le parc de l'université. Et il faut regarder ça dans le temps en plus, l'évolution. Alors, en plus, ce qui est important à considérer, c'est que la suppression des mails ou des fichiers inutiles, etc., ça a un impact indirect sur le bien-être, je dirais, et sur les interactions et sur les conditions de travail. Parce que si vous avez moins de mails dans votre inbox, je vous invite à faire l'expérience. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont dans leur boîte de réception plusieurs centaines de mails, de tester ce que ça fait de garder pas plus que 20 mails dans sa inbox en se mettant dans une contrainte tous les jours, par exemple, de vider votre boîte tous les jours. Eh bien, vous verrez que c'est extrêmement calmant pour l'esprit. Ça incite à envoyer moins de mails inutiles aux autres
ça incite à devenir plus sobre d'une façon plus générale. Et du coup, ça a plein d'impacts indirects. Si vous envoyez moins de mails, vous allez avoir plus de temps pour les interactions directes et puis vous allez avoir des relations de meilleure qualité et du coup, vous aurez besoin de moins envoyer de mails. Et puis, évidemment, il y a moins de risques de burn-out parce qu'on sait que c'est un facteur aggravant du burn-out. Et puis, du coup, c'est un moyen aussi pour ralentir qui est nécessaire à la transition écologique. Moi j'ai rajouté ce slide-là parce que à un moment donné, on me disait, mais OK, je vais supprimer 10 mails, ça va faire quoi? Je ne sais pas combien de grammes, mais enfin, en tout cas, c'est peanuts. Et puis, même si tout le monde le fait, finalement, par rapport à l'ampleur de la tâche pour réduire globalement dans le monde nos émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas grand-chose. Mais en réalité, chaque petit acte comme ça a potentiellement des effets importants parce que ça modifie aussi potentiellement la façon de travailler ensemble, la façon d'envisager son travail et installer de la sobriété quelque part, de toute façon, c'est bon pour l'environnement. Alors voilà, donc en conclusion, oui, détruisez vos données qui sont devenues inutiles pour peu qu'elles aient été utiles à un moment donné, mais en tout cas, quand elles deviennent inutiles, il faut les supprimer. Mais ce qui me paraît important, pour reboucler avec ce que j'ai dit avant, c'est que important et intéressant, c'est de ne pas faire ça tout seul dans votre coin et au coup par coup, mais d'intégrer cette politique-là dans une démarche plus globale, déjà pour vous, en installant une pratique dans votre quotidien sur un temps long, et puis surtout avec les autres pour voir comment globalement, je sais pas, dans votre structure, dans votre labo, vous pouvez réduire le nombre de mails et puis changer le mode de communication pour ne pas utiliser que ça. Et je dis pas qu'il faut utiliser un autre moyen numérique, hein, notez bien. Mais bon, en gardant toujours en tête que les données qui polluent le moins sont quand même celles qu'on ne produit pas. Et donc, ne pas produire les données, c'est par exemple éviter l'acquisition d'objets connectés qui eux-mêmes risquent de, même pas que risquent, vont générer des données. Voilà, j'ai terminé. J'ai essayé de me dépêcher pour qu'on ait un peu le temps pour des questions-réponses. J'espère que ça vous sera convenu quand même. Oui, merci beaucoup, Madame Berthoud. C'était vraiment passionnant, effrayant et passionnant. J'ai eu un peu peur avec votre dernière diapo, mais heureusement, la conclusion, c'est pas mal celle à laquelle on arrive tous, c'est qu'il faut arriver à ancrer de bonnes habitudes de vie, chacun dans nos secteurs, dans nos vies, et arriver à étendre ce genre d'activité pour que tout le monde, finalement, fasse son effort, parce que comme vous dites, supprimer des courriels, des fichiers, ce n'est pas grand-chose, mais comme tout ce qui a trait à la consommation, si tout le monde le fait, ben, ça va pas mal réduire notre empreinte. J'ai aimé la conclusion où même on générait un peu d'impact en détruisant nos fichiers, mais quand même, au bout de la ligne, si tout le monde le faisait, ça irait quand même mieux. Puis juste pour vous mentionner, vous parliez de 10 courriels dans votre boîte de réception, ou 20 courriels. Pour ma part, si j'en ai 2 ou 3, je ne me sens pas très, très bien. J'aime mieux en avoir 0. Ça m'arrive souvent d'en avoir 0 dans ma boîte de réception. Mais ils sont Moi, placés. j'y arrive pas. J'y arrive pas. Fait que, ben voilà, s'il y a des questions parmi les personnes qui sont en ligne, oui. Ouais, j'aurais une question, si possible. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, vas-y. Oui. Donc déjà, Madame Berthoud, merci beaucoup pour cette présentation. C'est très intéressant. Et j'aurais une question au niveau des données pérennes, visibles, mais qui ne sont pas nos mails. Donc vous parliez des sites web avec un grand nombre de sites web sans utilisation actuelle, donc abandonnés. J'aimerais savoir s'il y a un moyen de tracer ces sites web et s'il y aurait des pistes de solutions pour les éliminer, entre autres. Puisque les mails, c'est actif, on est capable de le faire nous-mêmes, mais pour ce qui est de ces sites web, si personne ne s'en occupe, comment est-ce que ça va se passer?
Bah ça, en théorie, c'est plutôt le job des gens qui gèrent les serveurs, en fait, de regarder le niveau d'activité de chacun des serveurs. Il y a des outils pour faire ça en réalité. Mais la plupart en tout cas de ce que je vois à l'échelle de mon université, c'est que c'est pas vraiment fait. Il y a des machines virtuelles, des tas de machines virtuelles qui sont occupées par des serveurs qui sont plus utilisés. À mon avis, une bonne méthode pour éviter ça, ça serait que tout soit payant. Si chaque site web était payant, même dans les universités, du coup, et que ça soit suffisamment cher, on ferait probablement plus attention. Merci. Simon avait une question aussi. Ouais, j'ai une petite question à vous poser. Bah, déjà, merci beaucoup, professeur. Vos interventions sont toujours excellentes et toujours très intéressantes. Celle-ci ne déroge pas à la règle. Moi, je me pose une question par rapport au stockage de données dans les universités. Ici, au Québec, on a 95% de notre énergie qui est produite via l'hydroélectricité. Donc, c'est une énergie qui est très décarbonée. Et j'aimerais discuter avec vous de la pertinence de venir stocker nos données. Alors, nos mails, certes, mais en chimie, puisque ici c'est des département de matériaux, mais nous on fait de la chimie, on génère énormément de données via nos différentes analyses. Et est-ce que c'est pertinent ou pas de venir les stocker spécialement à l'Université Laval, au Québec, sans que la donnée ait besoin de faire 3 fois le tour du monde et être stockée, in fine, sur des serveurs européens, allemands qui utilisent du charbon, ou alors américains qui utilisent aussi du charbon ou des énergies fossiles pour produire de l'électricité. Bah là, il n'y a pas trop de doute sur la réponse, hein. C'est une évidence que si effectivement vous avez une énergie qui est très faiblement carbonée, du coup, ça vaut le coup d'utiliser ce levier-là, mais encore faut-il le dire, vous voyez. Enfin, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous en France, ça commence tout juste à ce qu'on donne qu'on fasse des calculs de finalement qu'est-ce que ça génère comme CO2 de stocker ici par rapport à ici, de faire des analyses de sensibilité pour voir qu'est-ce qui se passerait si on stockait ici en incluant le transport, etc. Donc ça, c'est des calculs qu'il faut faire, sur lesquels il faut avancer et puis le montrer aux politiques parce que souvent les politiques ils se rendent pas compte de ça en fait. D'accord. Et j'aurais peut-être une deuxième question à vous poser qui va dépasser un peu le cadre de la conférence. Quel regard vous portez sur la dématérialisation d'à peu près tous les services, notamment des services de divertissement? On pense notamment au streaming, mais aussi aux jeux vidéo qui sont de plus en plus dématérialisés et qui, in fine, vont demander en fait de plus en plus des appareils connectés tout autour du monde. Est-ce que c'est quelque chose de terrain pour vous? Alors mon regard c'est que ça me fait mal au ventre pour plusieurs raisons. D'abord, pour moi, c'est des technologies qui, dans l'état actuel des choses, sont pas pérennes. Mais bon, ça, on pourrait se dire, c'est du loisir, c'est pas grave. Quand ça disparaîtra, ça disparaîtra. Mais bon, c'est quand même gênant par rapport à la façon dont ça pollue. Alors que les gens, ils ont en tête que c'est du cloud et que tout va bien dans le meilleur des mondes et que ça fait rien. Donc ça, c'est un problème en soi pour moi. L'autre grosse question que j'ai en ce moment, c'est que tous ces outils de divertissement qui utilisent l'écran comme interface entre la personne et le jeu, ça génère des impacts sur la santé, des impacts directs sur la santé qui commencent à être évalués et c'est grave, surtout chez les enfants en fait. On commence à avoir des données qui montrent l'impact sur le sommeil, sur, bah ça c'est connu déjà depuis un moment sur le sommeil, hein, mais les effets sur la sédentarité et le fait que les gens ne bougent plus assez et du coup, avec toute la panoplie de problèmes cardiovasculaires qui risquent de s'en suivre, des problèmes sur les yeux, des problèmes sur le développement cognitif. Il faut voir qu'aujourd'hui, mais j'ai entendu un truc complètement dingue il n'y a pas longtemps que en Angleterre,
il y a 16% des gamins de 4-5 ans qui scrollent déjà sur TikTok. Enfin, c'est un truc qui est extrêmement inquiétant. Enfin, le nombre d'heures que les gamins passent aujourd'hui sur les écrans, c'est extrêmement inquiétant. Ouais, Voilà, ça c'est mon regard. on a pu voir des politiques, notamment en Asie, visant à diminuer l'exposition des enfants aux écrans. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Soyez pas timide. Ouais, soyez pas timide. Hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses. Moi, j'en aurais peut-être une. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris sur l'étude qui concernait la France, où on évaluait la proportion qui était due à la production, etc. Puis c'est où vous avez mentionné que bon, l'énergie était essentiellement du nucléaire en France. Ouais. Puis comme a mentionné Simon, chez nous, c'est plutôt de l'hydroélectricité. Mais je me demandais si, dans cette étude-là, on prenait en considération le fait que les équipements étaient produits pas nécessairement sur le territoire français. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah oui. C'est pour ça que ça a un impact si important, la production par rapport à l'utilisation. Parce que la production, c'est essentiellement en Chine pour ce qui nous concerne, enfin en Asie. Et du coup, là, l'énergie, enfin, c'est fortement carboné. Ils utilisent du charbon, même si ça va en diminuant, mais quand même, c'est encore essentiellement ça. Du coup, la fabrication est très lourde, mais je fais l'hypothèse que chez vous, vous avez les mêmes résultats. En fait, je ne sais pas combien c'est, à combien de grammes vous êtes pour 1 kWh, mais on ne doit pas être très éloigné. Ça se trouve, vous êtes même encore moins que nous. Nous, en France, on dit qu'on est autour de 60 grammes. Enfin, ça dépend des périmètres, mais disons entre 60 grammes et 80 grammes d'émissions de CO2 par kilowattheure d'électricité consommée. J'imagine que pour vous, c'est probable que ça soit encore moins que ça. Donc, ça veut dire que chez vous, l'essentiel de l'impact, vraiment, il est dû à la production des équipements parce que je crois savoir que vous ne fabriquez pas d'équipements directement au Canada, que c'est comme nous un peu, c'est fabriqué dans des filières mondiales et beaucoup en Asie. Du coup, ben, vous devez être dans les mêmes genres de considérations que nous, c'est-à-dire que la fabrication, c'est majeur, donc la meilleure chose que déjà chacun peut faire, c'est d'augmenter la durée de vie des équipements que vous avez. Je ne sais pas combien de temps vous gardez les smartphones chez vous, mais chez nous, en moyenne, c'est disons 3 ans, quelque chose comme ça, des fois même moins. Et ça, c'est clair qu'il faudrait les garder beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est clair. Moi, je ne connais pas de données pour le Canada ou le Québec, là, mais ça doit ressembler à ça, peut-être même moins là, que 3 ans. Ouais, ça doit ressembler. Il faut lancer des modes de garder plus longtemps. En tout cas, un grand merci. Ah, il y avait une question. Ah, une question qui dit « Merci pour cette présentation. Je retiens que la fabrication est la partie la plus polluante. À titre de centre de recherche sur les matériaux avancés, sur quoi devons-nous travailler, sur quel axe de recherche, pour que les prochains smartphones soient moins polluants et recyclables ?» Eh bien, ce sur quoi il faut travailler. Mais vous êtes sur les matériaux, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, un des axes de recherche aujourd'hui, c'est l'éco-conception de ces équipements-là. Et puis trouver un moyen pour qu'ils soient réparables et qu'ils aient une durée de vie beaucoup plus longue. Alors, on sait bien que ce n'est pas juste matériel, la raison pour laquelle on les change, c'est aussi logiciel. Donc, nous, on parle même d'obsolescence systémique parce que, en fait, tout concourt à raccourcir la durée de vie des équipements. Du coup, ben, il faut qu'il y en ait qui commencent. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais maintenant, nous, on commence à voir arriver des smartphones garantis 5 ans. Donc, ça commence à arriver, mais il faut qu'il y ait une pression
des clients, des consommateurs. Et les universités, les États, tout ça, ils ont la possibilité d'exercer ces pressions. Donc, allez-y, exercez de la pression pour avoir des équipements qui durent plus longtemps. Nous, on a fait des appels d'offres pour nos équipements informatiques. Je m'écarte un peu de la question, mais pour vraiment aller là-dedans. Et au niveau de la recherche, il faut aller vers des choses qui durent plus longtemps et qui polluent moins à la fin de vie. Mais moi, je ne sais pas trop vous dire plus que ça. Il faut regarder des documents plus précis sur qu'est-ce qui pollue. En fait, ce qui pollue d'ailleurs le plus dans ces équipements, c'est les retardateurs de flammes et puis les métaux lourds. Et en fait, ça pollue quand c'est mal recyclé. Et je voudrais juste revenir sur, vous dites que oui, vous avez raison, j'ai dit que la fabrication, c'est la partie la plus polluante. Et du coup, pour revenir au sujet de votre matinée, là, si vous avez moins de mails et que vous supprimez des mails, en fait, in fine, vous générez moins d'achats de nouveaux disques pour stocker les mails et du coup, moins de fabrication. Et donc, c'est vraiment gagnant indirectement. Okay, donc, ce n'est pas juste au niveau des matériaux, c'est aussi au niveau de la conception des produits. Hein, qu'il faut agir. Ah oui, oui, au niveau de la conception des produits, ouais, il faut bosser. Il y a le Fairphone. Vous connaissez le Fairphone? Non. Donc en Europe, il y a un type de smartphone qui est vendu comme plus écologique que les autres. Il s'appelle le Fairphone, Fair, Phone, qui est facilement démontable par tout le monde. Les écrans se changent facilement, les batteries elles se changent facilement, alors que maintenant la plupart des batteries elles sont collées. La caméra elle se change, tout ça. Et voilà, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner pour aller vers des trucs plus éco-conçus. Un peu d'espoir. Ouais. OK. Y a-t-il encore des questions? Ouais, il y a Marissou là qui a une question. Ouais, bah, c'est juste pour me permettre sur le Fairphone, parce que du coup, moi, j'en ai acheté un en France et ça arrive en Amérique. Ils sont pas encore, je pense pas qu'on puisse les acheter encore, mais bientôt. En tout cas, et ça grandit beaucoup et c'est vraiment chouette comme initiative, comme truc que je conseille. Merci pour ce témoignage. OK. Encore d'autres questions peut-être ou des commentaires? Sinon, je vais remercier une nouvelle fois Madame Berthoud d'avoir accepté notre invitation, d'avoir présenté cette conférence vraiment très, très documentée et bien intéressante.